Euh, il s'agit de la première session d'une série de conférences au-delà des mots. C'est la première fois que nous envisageons les choses sous cet angle-là. Nous avons décidé de consacrer plusieurs épisodes à la question de la participation citoyenne. Vous le savez, l'école a une activité de formation importante autour de ce sujet, autant auprès des professionnels de la politique de la ville, du renouvellement urbain, que des habitants de quartiers prioritaires de la ville, et ce depuis de nombreuses années. Et je suis ravie de voir que Jean Bouvier, que je salue, qui a été parmi les premiers formateurs habitants à l'école, nous suit aujourd'hui. Trois épisodes donc, avec une entrée progressive en matière. On a décidé de consacrer le, le, le temps d'aujourd'hui à la question de la mobilisation citoyenne en général, en écho à une formation que l'on tient à l'école qui s'appelle la fabrique collective du projet et qui amène à comprendre quels sont les ressorts de la participation et comment on peut les encourager. Le 5 juin prochain, on aura un... Est-ce que tout le monde m'entend? Excusez-nous. J'étais en train de dire, donc, premier épisode aujourd'hui relativement général. Un prochain rendez-vous le 5 juin autour de l'expertise d'usage des habitants dans les projets urbains. Et puis, on vous donne un dernier rendez-vous fin juin, le 25, pour partager autour des réflexions que mène l'école à partir de ses activités de formation, à partir des échanges nombreux avec nos anciens stagiaires et nos formateurs, sur des sujets plus prospectifs, sur la façon dont on pourrait encourager le développement des démarches habitantes dans les futurs projet de renouvellement urbain qu'on appelle de nos voeux. Aujourd'hui, c'est Diane Jacquemin de l'organisation Active Action qui va nous parler mobilisation citoyenne et création des liens de confiance. Diane est à la fois docteur en économie du développement et aussi responsable des coopérations territoriales chez Active Action, une structure qui forme à l'école sur ces sujets. Comme d'habitude, sur ce format, elle a prévu une présentation de 45 minutes et nous pourrons consacrer les 15-10 dernières minutes de notre séquence à recueillir les questions que vous aurez adressées dans le chat et à les poser à Diane pour qu'elle éclaire un peu son propos ou qu'elle le précise ou qu'elle l'illustre. Donc n'hésitez pas dès le début à nous adresser des questions, je les reformulerai pour vous. Et voilà, Diane, je te laisse la parole. Merci beaucoup Céline. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, un merci à l'École de renouvellement urbain pour cette opportunité. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de mobilisation citoyenne, pour parler de création de confiance. Ce sont des sujets aujourd'hui vraiment très importants, surtout sur les territoires fragilisés, comme on a évoqué Céline tout à l'heure, les quartiers prioritaires ou les zones rurales. Sur cette présentation, je vais me baser sur quelques travaux théoriques, quelques données concrètes, mais aussi et notamment l'expérience d'Active Action, de l'association Active Action, pour favoriser, incorporer davantage la participation citoyenne. Donc, je vais vous partager cette présentation en quelques étapes pour faciliter un petit peu l'appréhension des propos. Il ne s'agit pas de faire une présentation académique très théorique, mais de relier en effet le cadre théorique et les enjeux qui existent aujourd'hui par rapport à la participation citoyenne avec le concret, ce qui est fait aujourd'hui sur les territoires, en parlant de comment passer de ce désir de changement à l'action collective, le rôle de l'écosystème dans cette participation collective et citoyenne, pourquoi il faut aussi être attentive aux spécificités territoriales, et ensuite je vais vous partager l'expérience d'Active Action pour vous laisser aussi avec des questionnements dans la conclusion, puisque je ne viens pas vous apporter toutes les réponses, mais je viens vous apporter quelques éléments d'expérimentation qui peuvent être incorporés à vos pratiques si vous le souhaitez, bien entendu, avec l'adaptation nécessaire pour chaque territoire. Donc, concernant le contexte, je vais m'appuyer notamment sur trois points.
qui sont des points d'actualité, qui sont des points très, très, très importants. Pourquoi on parle autant de participation citoyenne aujourd'hui? Parce qu'on vit en effet une période de transformation territoriale très importante. Quand on parle de transformation territoriale, on parle de mutation économique, on parle de pression foncière, on parle de justement rénovation de quartier, de renouvellement urbain, on parle de transition écologique, on parle de mobilité, les mobilités qui changent de plus en plus sur les territoires et dans les quartiers. Donc, tous ces changements territoriaux, ils ne sont pas neutres. Ce sont des changements qui sont importants, qui redessinent notre rapport à l'espace et qui redessinent aussi le sentiment d'appartenance des habitants par rapport à leur territoire. Donc, ces transformations, elles demandent des fois un peu de temps pour être incorporées et pour être comprises par les habitants des territoires. Donc, ce sont des changements qui se déroulent continuellement. Ce sont des événements qui se déroulent aujourd'hui très rapidement, il faut le dire. De notre côté, nous avons aussi les attentes des citoyens. Bon, bah, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des attentes. Là, en l'occurrence, je parle des attentes par rapport à la participation. On a de plus en plus des citoyens qui ont envie de participer, d'avoir en fait la compréhension de qu'est-ce qui se passe sur leur territoire, d'être associés aux décisions qui les concernent. De notre côté, on vit aussi une période d'isolement très très forte, notamment en France. On vit un isolement social croissant. C'est presque un constat, j'ai envie de vous dire, paradoxal. On a à la fois une attente des citoyens de participation, d'envie, de soif de comprendre le contexte, de participer à ce contexte, et on va vers un contexte aussi où on a environ 5 millions de personnes qui sont aujourd'hui en situation d'isolement relationnel en France. Ces données, ils sont des données de rapport Solitude de la Fondation de France de 2023 qui nous permettent de voir que ces données ils sont encore plus significatives quand on parle de zones fragilisées comme les quartiers prioritaires. Et ça nous permet vraiment de voir le paradoxe entre l'attente et la réalité de terrain. Troisièmement, et un aspect pas moins important, la confiance. En effet, aujourd'hui, on passe aussi par une période très instable en ce qui concerne la confiance dans les organisations, la confiance en soi et la confiance en l'autre. En fait, quand je parle de la confiance, elle a plusieurs dimensions. À titre d'exemple, le dernier baromètre de la confiance qui est publié par Sciences Po tous les ans évoque que 38% des Français ne font pas confiance aux institutions locales aujourd'hui. 38% environ. Donc, c'est ce qui est assez inquiétant parce que on va voir tout à l'heure dans la slide suivante, la confiance est quand même la base pour pouvoir évoquer et transformer les territoires et pour pouvoir en fait dynamiser cette participation citoyenne. Donc, pour illustrer un petit peu plus la question de la confiance, je vous apporte ces graphiques. Il ne s'agit pas d'analyser le graphique mois par mois, année par année, hein. L'idée ici, c'est juste pour vous donner les grandes lignes de la question démocratique. Dans le même baromètre que je viens de vous parler de Sciences Po, il y a une question qu'il pose. Diriez-vous qu'en France, la démocratie fonctionne très bien, assez bien, pas très bien ou pas bien du tout? Cette réponse qui a été faite auprès des Français en mode enquête terrain, on voit que la plus grande partie des réponses, c'est la courbe rouge, hein, c'est du pas bien. 68% des personnes sont entre pas très bien et pas bien du tout. Bien, nous avons 31% de personnes. Si on regarde le mouvement des deux courbes, on va vérifier, ce qui est normal, hein, que les courbes, à un moment donné, elles vont se séparer, puisqu'on voit depuis 2020, 2021 à peu près, une remontée de la méfiance et une baisse de cette confiance dans la démocratie, si elle fonctionne, si elle ne fonctionne pas. Donc, ce sont des éléments à tenir compte par rapport à la participation citoyenne, puisque comment on voit, comment les habitants, comment les personnes, les citoyens voient aujourd'hui déjà la situation de la démocratie. Hop, je vais passer. Et hop, juste, c'est bon, c'est passé. Et pourquoi favoriser la confiance aujourd'hui? On vient d'évoquer
on vient d'évoquer la question de la démocratie, hein, on vient d'évoquer l'importance de répondre aux trois enjeux de départ. Et pour ça, la participation, elle va être un enjeu, elle va être au cœur de cette démocratie. On peut identifier quatre axes majeurs pour agir. La participation, elle va créer un écosystème coopératif durable. Durable, pourquoi? Il ne s'agit pas de faire une action one shot, c'est-à-dire je fais une action sur un territoire, les habitants y participent, et à ces moments-là, je vais avoir des effets durables. En fait, il est important d'installer une dynamique de coopération entre acteurs sous le long terme. Et pour cela, ce qui est important aussi, je dirais même primordial, c'est le partage d'une vision commune. La création d'une vision commune, d'un projet commun, des objectifs communs, c'est ça qui va en fait donner la possibilité de créer un écosystème qui va être coopératif, mais qui va durer dans le temps et qui va pouvoir se pérenniser, pardon. Par rapport à la fragilité de territoire, on a aussi besoin de la participation locale pour pouvoir recréer, retisser le lien. L'Agence nationale de la coopération pour les territoires, la NCT, ils disent que les démarches coopératives et collaboratives sont vraiment un moyen très fort ou le seul moyen de recréer une dynamique d'engagement local. C'est très parlant puisque quand on parle de dynamique d'engagement local, c'est à tous les niveaux de projet. On peut parler de projets de renouvellement urbain, mais on peut parler de projets de l'environnement, comme on peut parler de projets sociaux. Donc, ils sont divers et variés. Pour actionner les territoires et les leviers de coopération, de la confiance, il est important de faire système pour pouvoir bâtir ce territoire et ce monde de demain plus coopérative et plus participative. Attention, faire système, c'est une jolie expression. Mais faire système signifie que les acteurs du territoire, ils vont pas agir en silo, c'est-à-dire de façon chacun qui agit dans son coin pour obtenir des objectifs précis. Je vous donne un exemple très concret. On voit souvent sur les territoires où on intervient des partenaires qui ont des objectifs liés à leur financement ou autres, ou liés à leur objectif de départ. Et en fait, les besoins du territoire, c'est parfois un besoin qui n'est pas forcément un besoin que ce partenaire-là va répondre tout seul. Si je parle un besoin dans les QPV qui émerge à plusieurs reprises, la garde d'enfants, pour que les personnes puissent retourner à l'emploi, dans le cadre des freins de retour à l'emploi, c'est un des freins qui est évoqué à plusieurs reprises. Quand on travaille seul sur ces freins-là, difficilement on va avoir les effets que quand on travaille en collaboration, en faire système avec d'autres structures du territoire, comme une maison de la petite enfance, comme un organisme qui va travailler sur la question de la confiance chez les parents. Et c'est les parcours co-construits qui vont vraiment faire système et qui vont vraiment bâtir en fait la résilience de ces territoires dû la suite, hein, la résilience individuelle et collective. Pourquoi la participation elle est importante? Parce qu'elle va favoriser cette résilience. Résilience, c'est un mot très à la mode, hein, on l'utilise souvent, mais c'est vrai que la résilience est aujourd'hui un incontournable. Ça me fait penser toujours à la période de la crise de Covid, qu'on en a dû se réinventer, créer des nouvelles manières d'agir, de travailler, de parler, en fait, d'interagir, puisqu'il fallait créer le lien social au-delà de la difficulté. Donc, développer la résilience, c'est savoir s'inventer, c'est savoir développer des nouvelles manières d'agir. Et en effet, quand on a des personnes qui participent et qui ont cette capacité à s'adapter, à coopérer et à inventer des solutions qui vont être locales, on va être plus agile face aux crises. On va être en mesure de répondre. Les crises, ça peut être social, ça peut être écologique, sanitaire, économique. C'est un facteur de robustesse démocratique qui permet à chacun et à chacune de prendre au mieux sa place dans la société en tant que citoyen. Donc, ce sont des aspects de... Bien sûr, ce ne sont pas les seuls aspects. Pourquoi favoriser la confiance
la participation, pardon, renforce la confiance, mais ce sont des aspects qui sont très parlants et ce sont des aspects qui sont très importants à tenir en compte de l'importance de la participation citoyenne. Justement, puisque je viens de parler de participation citoyenne, je me suis dit, ça serait intéressant de faire le lien entre qu'est-ce que c'est la citoyenneté. Euh, la citoyenneté, on l'associe souvent à la base de droits civils et juridiques, comme par exemple le droit au vote, la liberté d'expression ou la question de la protection juridique. Mais la citoyenneté, elle a plusieurs dimensions. Elle va au-delà de la question tout simplement de voter. J'aime bien cette citation de Dominique Schnapper qui dit: On ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient parce que, attention, aucun jugement là-dessus, on le devient parce qu'on intègre au fur et à mesure de notre vie, de notre existence, des éléments qui nous permettent en fait de devenir de plus en plus citoyens. Et pour ça, il faut créer des espaces. Donc, on va parler tout à l'heure comment créer ces espaces-là. Être citoyen, c'est aussi, au-delà de la participation démocratique, avoir une responsabilité de solidarité, une solidarité éthique, une solidarité sociale mutuelle. C'est aussi s'engager et s'impliquer dans les communautés locales. C'est aussi une façon d'être citoyen, hein, d'être proche des communautés de ces territoires et en effet valoriser et respecter l'inclusion sur un territoire et la reconnaissance sont aussi des facteurs très importants de la citoyenneté, ainsi que le pouvoir d'agir, le pouvoir d'influencer. Nous, on est confrontés chez Active Action à plusieurs reprises à des habitants dans les quartiers politiques de la ville qui se sentent des fois exclus de ce processus de citoyenneté. Il y a plusieurs reprises qu'on en les rencontre et qu'on en crée des dynamiques avec eux. C'est ce qu'on constate avec le temps, c'est que ce qu'il fallait pour ces personnes-là, c'était des espaces d'écoute où elles peuvent exercer en fait cette capacité d'exprimer leur envie de participation, d'engagement territorial et qu'elles se sentent valorisées. La valorisation est un aspect qu'on constate constamment. Un des moyens super importants qu'on utilise, c'est aller vers les habitants par le biais d'aller vers. Et dans ces moments-là, on peut constater très concrètement comment les habitants ils sont plutôt ouverts à la discussion quand nous avons une posture qui est plutôt de non-jugement et qui a une posture plutôt d'écoute. Mais on va évoquer aussi un petit peu plus ça. Bon, pour que la citoyenneté se développe dans un environnement de confiance, elle a besoin d'un terrain fertile. Donc, ces terrains fertiles, ça, c'est une définition que j'estime vraiment très, très, très importante. C'est une définition qui renvoie à la notion de réseau. C'est la notion de capital social. La notion de capital social, c'est l'environnement propice à la participation. Mais pour avoir la participation et pour avoir l'engagement citoyen, ce qui est important, c'est d'avoir en fait un réseau et des connexions entre les individus, des valeurs qui sont partagées, des intentions communes. Euh, et ça, il y a un auteur que je cite dans la source, Putnam, qui est un auteur a écrit beaucoup sur la question de la citoyenneté et la participation des personnes. Et justement, ce qu'il affirme, c'est que la citoyenneté, elle ne peut pas se déployer pleinement si il n'y a pas de confiance. Confiance, coopération locale et vraiment opportunité concrète de participation. Le capital social est vraiment le réseau, il est énorme. D'ailleurs, il sépare le capital social en deux parties. Le capital social vraiment organisationnel, un capital social plus structurel, qui c'est vraiment l'organisation en termes d'associations, de communautés, des collectifs d'habitants, et un capital social cognitif, qui va être un capital social plutôt lié aux valeurs, aux normes et à la confiance du territoire. Ces deux types, ils vont composer en fait un réseau de connexion. Donc, le capital social, ça se construit.
ça se construit. Certains territoires vont avoir, par le biais de leur histoire et par le biais de leur culture, en avoir plus que d'autres de capital social, mais en effet, c'est quelque chose possible de construire avec le temps. D'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est que aujourd'hui, l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, utilise un indicateur clé comme indicateur clé de bien-être, le capital social, au même titre que pour l'éducation ou la santé. Donc, des indicateurs qui vont au-delà des indicateurs quantitatifs de la question de développement territorial. Ce sont des indicateurs qualitatifs. Donc, si on veut renforcer, pardon, la citoyenneté, ce qu'on peut constater de l'importance de la participation et l'importance de la construction de capital social, c'est qu'il est très important aussi de faire un travail de fond et de tisser du lien. Donc, tisser le lien est en effet un aspect très, très, très important. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me permets de relancer si jamais c'est pas le cas. Et si jamais ça va trop vite, vous pouvez me le dire aussi. N'hésitez pas. Concrètement, Parfois, je d'accord, m'emballe. Oui. comment on peut inciter à ce lien? Est-ce qu'il faut être incitatif? Est-ce qu'il faut au contraire mettre des règles, demander à ce que les gens participent? Qu'est-ce que votre expérience vous a appris chez Active Ouais, Action? c'est une très bonne question. En effet, il y a plusieurs façons de renforcer le capital social d'un territoire. Il y a, comme je disais, certains territoires où le capital social est déjà fort et préexistant par nature, puisque ce sont des territoires où les liens sont construits depuis longtemps. J'avais pensé, par exemple, à un territoire large comme le Pays Basque, où, par exemple, c'est un territoire où ils valorisent la langue basque, ils valorisent le sport basque, ils valorisent le chant basque, puisque c'est un territoire où le capital social, en effet, a été construit avec, historiquement, avec des valeurs qui ont été construit sur plusieurs années. Il y a le capital social qui peut être renforcé et c'est être construit par le biais de ce qu'on appelle, j'aime appeler de catalyseurs de territoire. Les catalyseurs de territoire, ça peut être une personne, comme ça peut être une structure, comme ça peut être un leader local, comme ça peut être justement une collectivité qui va inciter par le biais justement et là c'est quelque chose qu'on va dire au fur et à mesure de la présentation, par le biais justement de temps d'échange et de temps ouverts pour pouvoir créer ces liens de confiance sur le territoire. Et en général, ces catalyseurs, il est important que leur temps d'ancrage, il soit assez significatif. Parce que le catalyseur, le but d'un catalyseur, c'est de créer cette dynamique-là. C'est ce qu'Activation essaie de faire aujourd'hui, avoir un ancrage conséquent dans certains QPV pour pouvoir avoir une étape de transfert de compétences aux habitants quand ils sont suffisamment à l'aise, pour ensuite pouvoir sortir de ces quartiers en sachant qu'on a pu pérenniser la dynamique qui a été créée. La dynamique a été créée. Donc, ces catalyseurs, bon, bah, c'est pas toujours Activation, hein. Et en plus, un catalyseur n'est pas forcément une structure seule. Ça peut être aussi un groupe de plusieurs structures. Je pense qu'au Cité de l'Emploi, un projet qui est extrêmement catalyseur de territoire aussi, qui crée des dynamiques locales de coopération et qui permet justement aux structures locales de coopérer et de créer, de co-construire des projets. Donc, en effet, on a plusieurs façons de inciter Ok, je comprends. cette Je te coopération. laisse Mais sans la poursuivre. confiance, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que cette slide suivante, vraiment, sans la confiance interpersonnelle et institutionnelle, parce que la confiance interpersonnelle, c'est est-ce que je me sens moi en sécurité pour m'exprimer, pour coopérer, pour contribuer. Et la confiance institutionnelle, c'est un peu la question, est-ce que ce que je vais dire va être entendu? Est-ce que les dispositifs sont là pour vraiment m'écouter par rapport à mes besoins? Donc, c'est ce qui est fragile dans la construction de ce capital social qui va à la fois renforcer la citoyenneté et la participation citoyenne, c'est de créer la base de tout ça, qui c'est de créer des relations de confiance. Donc, ça paraît des fois très, comment on va dire, logique, mais en effet, c'est un vrai processus.
il ne faut pas négliger que ça peut être un processus qui demande beaucoup d'énergie, qui demande du temps, qui demande de l'investissement, qui demande de la coopération. Même si en le disant comme ça paraît logique. Hein. Ça paraît logique, mais en effet, c'est des fois beaucoup plus long qu'on ne le pense. Et comment, ben, pour rentrer un petit peu dans le comment on peut en fait créer cette dynamique. Pour créer cette dynamique, ce qui est ben, la base, hein, ce qui est fondamental, c'est créer un cadre sécurisant, légitime et durable. Donc, pour que les habitants puissent partager leur envie, pour que les personnes, ou même pas que les habitants, même les structures de territoire puissent partager leur envie. Donc, là, pour donner des exemples concrets, créer des espaces d'écoute sans jugement, avec un cadre vraiment sans jugement et un cadre où les personnes puissent participer librement. Là, j'ai des exemples des cafés citoyens qui existe sur plusieurs territoires. Il y a un café citoyen qui se déroule, par exemple, à Strasbourg, qui se déroule tous les vendredis, où les habitants se rencontrent, y échangent autour des problématiques du quartier. Nous, à Active Action, on a l'habitude d'animer sur les territoires d'intervention ce qu'on appelle les Active Drinks. On essaye de proposer tous les mois un temps d'espace d'écoute sans jugement pour que les habitants viennent. Et il y a parfois des thèmes qui sont différents en fonction de ce que les besoins ils nous ont dit. C'est ce que les besoins, ce que les habitants ils ont dit que c'était vraiment fondamental pour eux. Il faut dire qu'on agit beaucoup sur les freins retour à l'emploi, mais parfois c'est pas les freins retour à l'emploi le besoin premier des habitants. Et donc, leur frein premier, parfois, c'est l'isolement. C'est le fait de devoir aller rencontrer d'autres personnes. C'est pour ça qu'après, je rejoins déjà la partie identifier les freins collectivement, puisque ce sont des aspects importants. Si on n'identifie pas les freins qui font que telle ou telle personne ne participe pas aux actions collectives, on ne pourra pas rebondir. Les freins, ça peut être justement l'isolement, ça peut être la mobilité, ça peut être une question d'handicap, ça peut être tout simplement une méfiance envers ce qui se passe sur le territoire. Et pour pouvoir créer ces cadres, il est important d'identifier ces freins. Et là, je reviens au deuxième point. J'ai fait un peu un saut de premier au troisième, mais parce que ça faisait plus de sens. Valoriser l'expérience vécue des habitants. Ça me fait penser à un exemple concret. Quand on arrive sur un territoire, on a tendance à lire des diagnostics, on a tendance à se dire, je vais parler aux institutionnels pour comprendre le territoire. Et en fait, quelque chose qu'on a expérimenté, c'était vraiment en mode expérimentation, c'était demander à des habitants de nous présenter le territoire en faisant des allées vers ensemble. Et j'ai pu constater, en étant présente, moi, à un de ces moments, j'ai pu constater la fierté de l'habitant en montrer son territoire. Parce que voilà, là c'est les jardins partagés de quartier, là en effet c'est l'école, là en effet. Et ça, valoriser cette expertise et cette expérience, c'est en effet fondamental pour donner les clés de l'action. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de lire les diagnostics hein, et de connaître les données et discuter avec toute la partie institutionnelle. Au contraire, tout ça c'est très important. Mais en effet, les habitants, ils sont une ressource vraiment extrêmement importante, comme tous les acteurs. Ils sont des acteurs comme tous les autres. Ça ne change absolument rien de leur rôle en termes de changement de territoire, en termes de valorisation. Ils ont des compétences différentes, certes, et c'est là qu'est toute la richesse de la mixité entre les habitants et les structures de territoire. Céline, tu me diras si au niveau de timing, c'est bon. C'est un peu, tu peux accélérer un petit peu si tu veux Oui, d'accord. entendu ton Merci, propos Céline. et notamment avoir du temps sur la réalité des QPV puisque ça fait écho à certains des commentaires. Mais vas-y, continue, il n'y a pas de Ok, problème. ça marche. Les commentaires, je ne les vois pas pour l'instant, donc on verra à la fin. Ne t'en préoccupe pas. Ok, super. Donc, pour pouvoir en effet créer cette dynamique locale, d'abord locale, la participation, renforcement de capital social et mettre en mouvement un écosystème.
pour mettre en mouvement tout un écosystème, c'est-à-dire tout un territoire. Attention, parce que la notion de territoire, elle peut être confondue comme quartier, ville, commune, région. La notion de territoire, elle est vraiment très large. Il y a une notion administrative, il y a une notion culturelle, il y a une notion vraiment. Donc, soyons. Bon, il ne s'agit pas de ça, cette conférence, mais juste pour. Je laisse en mode parenthèse qu'un écosystème et un territoire peut avoir une notion différente. Il est important d'impliquer pas que les habitants dans la participation citoyenne, mais aussi les acteurs locaux, des collectifs hybrides pour faire avec, pas pour faire pour. Puisque l'idée, c'est vraiment d'autonomiser, de donner la capacité d'agir et de donner justement ces sentiments d'écoute et de citoyenneté qui sont très importants. Ça demande vraiment cette posture. C'est une posture de... il y a un mot qu'on n'aime pas utiliser chez Active Action, c'est le mot bénéficiaire. Ces mots-là, il est un mot qui renvoie beaucoup à la notion de je ne suis pas acteur de ce que je suis en train de faire. Je me bénéficie de quelque chose. Donc, on a vraiment, on n'utilise pas ces mots puisqu'on estime vraiment que tout le monde est acteur de ce changement de quartier. Et bien sûr, quelque chose que je vous ai déjà dit, hein, je renforce le temps à la création de la confiance. Ça ne se déroule pas de jour au lendemain. Même la création des collectifs hybrides avec des structures locales, entreprises, associations, bailleurs, c'est des choses qui demandent beaucoup d'organisation, demandent un peu de, entre guillemets, faire l'épreuve sur le territoire, d'avoir ce temps d'animation constant. Ça me fait penser toujours à l'exemple du projet Territoire zéro chômeur de longue durée que nous avons expérimenté sur plusieurs territoires en France. C'est un projet que nous avons expérimenté sur le territoire aussi de Mérignac, pas loin de Bordeaux. Et dans le cadre de ce projet, il fallait accompagner un groupe de personnes pendant un an avant la création de l'entreprise à but d'emploi. Et donc l'idée, c'était comment ces personnes vont venir pendant un an et s'engager sur ce projet. En fait, ça a été très naturellement, puisqu'elles avaient toute une intention commune, il y a un but commun qu'on a déterminé dès la première rencontre. Ça a été long dans la construction de la confiance, puisqu'ils se méfiaient beaucoup, non, mais cette histoire, on va avoir un emploi, mais on n'y croit pas, quoi. Mais en effet, le fait de montrer, d'apporter des éléments, de faire intervenir d'autres structures de territoire et de montrer que ces structures-là, elles aussi, elles étaient engagées, a fait que ces personnes, elles sont allées jusqu'à la fin du projet. Malheureusement, le projet n'a pas abouti, mais ils n'ont pas pu avoir le financement pour avoir l'entreprise à but d'emploi. Par contre, les habitants ont créé leur propre collectif. Ça s'appelle le collectif Pro Incro. Donc, c'est pour moi un exemple extrêmement intéressant et important pour parler des collectifs hybrides et pour parler de temps nécessaire à la confiance. Et on le voit assez souvent dans le cadre du projet TZ, comme cette intention commune de départ, elle est très forte et elle permet en fait ces projets de se développer davantage. Euh, et comment coopérer justement avec tous les acteurs? Je pense qu'il est important de faire un peu le lien entre les deux. Quels sont les ingrédients un peu, si on devrait choisir des ingrédients, parce qu'il n'y a pas que ça, qui permettent en fait cette coopération à l'échelle locale. Là, j'ai pris notamment quelques sources hein, pour faire un résumé schématisé, pardon. Le labo de l'ESS, Francis Stratégie, la NCT, le labo de l'ESS qui a publié l'année dernière un grand rapport sur la question de la coopération territoriale avec une analyse sur plusieurs territoires de France très intéressant. Et en fait, il y a quatre piliers qui ressortent de ces sources-là et aussi de notre expérience chez Active Action. C'est un, la connaissance des acteurs, ça veut dire l'interconnaissance. C'est encore une fois, ça paraît très basique, mais c'est fondamental. Les gens, ils ne peuvent pas coopérer s'ils ne se connaissent pas, s'ils ne prennent pas le temps d'organiser et de se découvrir autrement. Pas que par le biais de je suis telle structure, mais je suis telle personne, j'aime faire telle chose. Aussi, les objectifs partagés, c'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises. Hein, j'insiste un peu là-dessus, sur l'intention commune, l'intention partagée. Attention, ce n'est pas un programme parfait, ça ne veut pas dire que toutes les gens, ils vont être d'accord tout le temps. La citoyenneté et la participation, elle a aussi des moments de conflit, des moments de débat. Et c'est ça qui fait construire et adapter les projets de territoire. Hein. Donc, ne soyons pas non plus naïfs. Avoir des objectifs communs et partagés ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de difficulté et des moments de
tensions. C'est ce qui fait le lien avec la suite. L'important, c'est d'avoir la gestion de ces tensions-là, d'aborder les conflits de manière plutôt constructive pour maintenir les relations positives, pour continuer de construire. C'est ce qu'on veut éviter, ce n'est pas le désaccord, c'est ce qu'on veut éviter, c'est l'impossibilité d'en parler de désaccord. Voilà, c'est ça ce qu'on veut éviter. Et finalement, les réunions récurrentes, pour avoir cette dynamique, je sais, ça fait pas mal d'ingrédients, mais si on les mélange tous ensemble, en effet, on peut avoir un bon résultat, un bon gâteau. Une interaction régulière qui renforce les liens et la coordination. Encore une fois, par exemple, dans le cas de projet TZ, ce sont ces réunions récurrentes et même en dehors du cadre de projet qui ont permis aux habitants de se connaître différemment et de créer et de gérer les tensions et de créer cette interconnaissance. Des réunions qui étaient parfois informelles, un pique-nique, un café, et qui leur a permis vraiment de créer une dynamique participative. Allez, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Il te reste une petite dizaine de minutes. Ok, Minutes très bien. Allez, je me dépêche. Euh, j'ai mis quand même un petit point de vigilance, mais en même temps une remarque assez importante, c'est que ce qui marche sur un territoire ne va pas forcément marcher sur l'autre. Voilà, donc transposer des idées, transposer des projets tels comme ils sont, c'est pas d'habitude, c'est pas normalement la chose la plus appropriée à faire. Il est important, on peut s'y inspirer, c'est normal, à la lumière de tel projet, s'inspirer sur tel projet, mais les territoires, ils ont des histoires, des conflits de coopération, de mobilisation passées différentes. C'est comme on était en train de parler sur les histoires des pays comme des territoires comme le Pays Basque, ou même la Catalogne en Espagne, ou même en France, nous avons par exemple des clusters et des pôles de compétitivité où historiquement il y avait déjà une activité productive aéronautique sur un territoire depuis longtemps. Les tissus associatifs qui sont plus ou moins développés. On a des vies structurelles quand même encore dans certains quartiers politiques de la ville, par exemple, et qui demandent en effet, et dans les zones rurales aussi, il y a des vides associatifs très très forts. La présence ou absence, pardon, de leadership inspirant, c'est ce que je disais à Céline tout à l'heure dans sa question. Ces leadership inspirants, ça peut être à la fois un habitant, ça peut être une structure de territoire, ça peut être une institution publique qui est moteur, qui est présent et qui est catalyseur de mobilisation et qui est vraiment là à l'écoute avec une posture qui permet d'avoir cette participation citoyenne. Et bien sûr, chaque territoire a aussi des ressources, tout simplement économiques, d'accessibilité, ou même comment ils sont structurés au niveau de pouvoir, qui ne permet pas de transposer des projets et avoir les mêmes résultats de la même façon. C'est pas négatif ce que je dis, c'est juste plutôt comme point d'analyse aussi, point de diagnostic et aussi d'adaptation quand nécessaire. Et finalement, je rentre dans Active Action. Donc, pour vous donner un exemple concret de ce que j'ai cité à quelques reprises ce qu'on fait par rapport à l'Aller Vert. En fait, Active Action est une association qui souhaite justement lever les freins psychosociaux pendant la période de recherche d'emploi, des personnes en recherche d'emploi. Qu'on considère que ce sont des personnes justement très actives et qui sont parties en fait de cette recherche. Pour nous, la base de cet accompagnement collectif et collaboratif, elle est tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est quelque chose qu'on pose dans le cadre de nos interventions et de nos ateliers. C'est l'écoute, écouter activement, observer les acteurs et être dans cette posture-là. La bienveillance, c'est je veille en fait sur l'autre, je veille sur les personnes que je rencontre. Et le non-jugement, c'est traiter les informations avec avec une certaine objectivité, exprimer une neutralité. Le non-jugement, ça paraît évident et logique dans un premier moment, mais je peux vous dire que quand vous rencontrez des personnes avec des avis très, très, très différents et très, comment on va dire, qui peuvent générer des conflits dans un cadre d'un accompagnement, dans un cadre d'un collectif, si vous avez posé ces cadres de non-jugement avant,
et que vous avez posé ces cadres-là à plusieurs reprises, ces personnes-là, elles vont respecter la parole de l'autre. C'est ce qu'on a pu déjà voir. Et quand la personne ne respecte pas, on rappelle ce cadre-là. Et en général, au rappel du cadre, on voit les personnes qui reviennent et que respectent la parole de l'autre et que essayent en fait de pas s'ébaser qui est sur son système à soi de ses valeurs. Donc pour accompagner ces personnes, pour nous, c'est la base. Et c'est sur ces cadres-là qu'on s'appuie. Et c'est un cadre que, voilà, c'est un cadre que je pense que on peut parler clairement à tout le monde et que tout le monde peut mettre en place. C'est pas quelque chose qui est inaccessible. Je suis là pour vous partager et peut-être si vous voulez vous inspirer dans votre pratique, nous on le pose en vraiment en début d'atelier, en début de formation. Et bon, personnellement, j'ai jamais eu non par rapport au cadre. Je sais pas si d'autres personnes ont déjà eu, mais personnellement. Et rentrons dans l'équipe PV. Plus précisément, on agit auprès des personnes en recherche d'emploi chez Active Action, mais non. Et on agit notamment dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires. Pourquoi dans ces quartiers-là? Parce que les QPV, ils ont vraiment des problématiques multidimensionnelles. Il y a une complexité des freins périphériques à l'emploi. Ce ne sont pas que des freins liés aux questions psychosociales. Il y a aussi des freins liés très concrets, liés à la garde d'enfants, liés au handicap, liés à la mobilité, liés justement au logement et à la santé. Il y a vraiment une liste de freins très significative et on a décidé d'agir dans ces quartiers. Et très rapidement, on s'est rendu compte que il ne s'agissait pas de copier des modèles, mais vraiment des parties de ressources locales. On a expérimenté pas mal de choses euh, pour pouvoir comprendre comment fonctionner au mieux et mobiliser les habitants. Et on a vraiment compris que la souplesse et la co-construction des projets était vraiment une façon de valoriser les ressources locales et de pouvoir répondre aux besoins des territoires de façon, disons, plus efficace et plus réelle, tout en valorisant ce qui existe déjà, c'est-à-dire les solidarités, les savoir-faire de territoire, et en activant les leviers qui sont corrects, on va dire ça comme ça, par rapport à chaque réalité, c'est-à-dire il y a un QPV, par exemple à Paris, dans le 13e, que c'est plutôt la vie du quartier qui a une problématique qui ressort à plusieurs reprises quand on fait doigt aller vert. On fait doigt aller vert pour diagnostiquer aussi les territoires, pour créer des liens avec les habitants et pour avoir concrètement sur quoi on doit agir. Et d'autres quartiers, c'est vraiment la question de l'emploi qui ressortent le plus. Donc, on n'a pas vraiment les mêmes besoins sur lesquels actionner les leviers. Et là, cela nous permet vraiment de co-construire de façon beaucoup plus cohérente. En fait, c'est moins top-down. Enfin, ça vient moins de j'arrive avec un programme, un mode parachute, ce qui est très, très, très critiqué justement aujourd'hui dans les quartiers prioritaires. Donc, c'est vraiment ce mode-là. On voit quels sont les besoins existants en sachant que nous avons déjà une idée de tous ces freins périphériques à l'emploi qui sont très significatifs dans les QPV avec, et attention, parce que les quartiers politiques de la ville aujourd'hui, c'est 8% de la population française. On parle d'un nombre significatif de quartiers, de plus de 1500 quartiers et une population de 8%, donc avec des problématiques diverses et variées. Donc ça, c'est sont pour nous, pour appliquer cette méthode de participation citoyenne et création des liens de confiance et renforcement du capital social dans les QPV, ce sont des aspects qu'on a expérimentés et qui pour nous sont très importants. Un exemple concret de quelque chose qu'on a fait dans les QPV, ce sont les cafés collaboratifs. On les appelle gentiment des cafés-co. Les cafés-co, ce sont des moments où on rassemble la communauté pour que la communauté partage des expériences et identifie des difficultés de quartier. Ensuite, ils vont pouvoir proposer plusieurs solutions qui voient pour ces quartiers-là pour mettre en œuvre des actions qui puissent être dans la mesure de possible réalisables. Par exemple, si on veut construire une crèche de A à Z, ça va être peut-être un peu plus compliqué que de aller mobiliser des partenaires pour évaluer les besoins des crèches sur le quartier. C'est une chose est différente de l'autre. Justement, en évaluant l'impact pour pouvoir améliorer ces projets.
Un exemple concret, ça s'est passé sur le territoire de Grand Est. Un groupe d'habitants et ça se fait pas que les habitants Active Action a créé la dynamique de départ et le CCAS plus la communauté alsacienne qui accompagnait certains habitants, ils ont créé en effet un projet autour de la question de ce qui est ressorti comme obstacle et problématique, c'était le nettoyage du quartier. C'était au quartier de Gierbaden. Pardon, j'ai un peu de mal avec les mots à Strasbourg. Et ces quartiers-là, il y avait cette problématique le quartier était sale, et d'un point de vue environnemental, les habitants ne se sentaient pas bien, et donc ils avaient une intention commune qui s'était liée à leur cadre de vie. Et 4 habitants ont pris le lead de ce projet, accompagnés par ces structures de territoire aussi, hein, ces partenaires de territoire. Donc, ils ont fait collectif. Et ils ont fait, en effet, ils ont eu plus de 20 habitants à un moment où ils ont mis en place un nettoyage, en fait, dans le quartier, où ils ont pu vraiment créer ce projet par le biais de ces cafés collaboratifs et cette action citoyenne. Aujourd'hui, c'est un collectif qui continue de se voir toutes les semaines aussi, afin de créer de nouveaux projets pour le quartier. L'idée, comme il y a eu aussi ces collectifs pour Mérignac suite au projet TZ, ces collectifs-là qui sont créés dû aux dynamiques de participation, l'idée, c'est de faire un transfert de compétences et de les autonomiser de plus en plus, puisque ce qu'on veut, c'est le faire pour, le faire avec, pardon, pas le faire pour. Et ça permet en effet d'avoir une dynamique qui est pérenne, puisque on a aussi transféré des compétences. Donc j'arrive à la fin, j'ai beaucoup parlé. Donc en conclusion, très rapidement, pour améliorer, pour dynamiser la participation citoyenne, bon, ben, le changement local part vraiment des habitants. Mais pour que les habitants participent, on a besoin d'espace, on a besoin d'outils, on a besoin de cadres et on a besoin d'accompagnement. Et le capital social aussi est un processus vraiment important à construire. Et ça peut être un indicateur vraiment primordial pour savoir si un territoire, il a vraiment construit des réseaux, soit structurels, soit cognitifs, ou pas. Et je laisse des questions aussi, puisque moi, je me pose pas mal de questions. Je trouve que c'est pas quelque chose de très évident tout le sujet. Quand je parle, on dirait que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Il faut vraiment s'y mettre, il faut vraiment s'investir, il faut vraiment expérimenter des choses, revenir en arrière, réadapter, être résilient. Donc, est-ce que le renouveau démocratique local ne passe pas par une ingénierie de la confiance, de se faire plus de confiance entre nous, entre nous et les institutions aussi envers nous? Et comment aujourd'hui on pourrait en effet mesurer et renforcer ce capital social dans nos projets de territoire? Voilà, je finis plus avec des questions qu'avec des affirmations, puisque je pense que le sujet, il est large. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci Diane, à la fois de ta modestie sur le sujet et en même temps d'avoir replacé ce cadre théorique aussi, hein, qui est vraiment très clair quand tu l'évoques et qui permet de remettre en contexte les exemples concrets dont tu parles. Tu finis par des questions, mais il y a des gens qui t'ont adressé des questions, donc je vais te les poser. Quelqu'un nous a demandé, et tu y as répondu en partie au début de ta présentation, comment penser une participation authentique quand les conditions de vie, précarité, surcharge mentale, mobilité réduite, donc les conditions de vie aussi spécifiques, hein, ben, en tout cas plus manifestes dans les QPV, empêchent concrètement les habitants de se mobiliser dans les temps et les cadres proposés par les institutions. Ce que j'ai compris, moi, et tu diras si c'est le cas, c'est que vous répondez par une forme de souplesse avec des cadres très ouverts comme celui du café dont tu parlais, mais j'ai le sentiment aussi que ce que tu dis, c'est que le cadre doit être co-construit avec les habitants. Si on veut, il faut partir de leur réalité de terrain pour proposer aussi la méthode, sinon on risque de passer à côté, c'est ça? Oui, Céline, c'est tout à fait ça. En fait, il est super important. J'ai parlé des freins périphériques à l'emploi hein, dans les QPV et j'ai parlé aussi j'ai pas parlé beaucoup de la précarité socio-économique, mais il y a une précarité socio-économique aussi très élevée.
C'est pas par hasard qu'ils ont été malheureusement labellisés QPV, parce que c'est un rapport avec les revenus, hein, tout simplement. Comment il faut identifier les freins. Donc, je pense que c'est ce que j'ai dit dans un des diapos. Il faut identifier les freins et par rapport aux freins, on va pouvoir concrètement agir avec les partenaires existants sur le territoire. C'est ce qu'il faut avoir, c'est une posture d'humilité et de dire, moi, je peux pas tout résoudre, hein. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a Active Action sur un territoire qu'on va résoudre à tout, mais par contre, si on identifie qu'il y a un vrai besoin autour de la précarité dans certains groupes de personnes et que c'est la question de logement. Ici, on agit, ce qui a déjà été le cas, on a agi notamment sur la question de la garde d'enfants avec une structure. Ça, c'était plutôt sur Est Ensemble, puisque ça ressortait beaucoup c'était notamment les mamans, hein. Il y avait plutôt de mamans, ne pouvaient pas venir à participer à tout ce qui était action citoyenne ou atelier parce qu'il n'y avait pas de garde. Donc, on a sollicité une structure de territoire pour travailler avec cette structure-là et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble autour de ce frein-là. Donc, l'identification des freins est primordiale pour agir. Et je me souviens aussi, dans un centre social, on a un médiateur m'a dit, Diane, ce qui serait intéressant, c'est pas de leur dire qu'est-ce qui c'est important pour eux, les habitants, mais qu'ils puissent sortir d'ici concrètement avec quelque chose tangible comme un CV. Et donc, en écoutant ces freins, on a adapté en fait l'atelier et ce qu'on voulait faire en termes de programme sous ces centres sociaux. Et il y a un effet, les personnes, elles étaient plutôt plus motivées. Mais il y a les personnes éloignées de l'emploi, il y a un chemin long qui va au-delà de la question de la participation. Merci. Quelqu'un illustre, et je pense que tu n'as pas forcément de retour sur ces territoires-là, mais illustre une réalité ultramarine, je pense, en parlant justement des freins. Comme tu disais qu'on ne pouvait pas plaquer non plus les sujets d'un territoire à un autre, mais quand bien même on va d'un QPV à un autre, et qui parlait des difficultés spécifiques dans certaines îles de la Caraïbe, de différences culturelles, de problèmes de la langue et de sujets de racisme particulièrement exacerbé. Mais je te repose pas de questions là-dessus, mais je pense que c'est pour ça illustre ce sujet de comprendre aussi les spécificités du contexte. Par contre, il y a plusieurs questions sur le sujet de la confiance. Il y a quelqu'un qui a rebondi sur l'exemple que tu as cité du territoire zéro chômeur et du fait que la dynamique n'était pas arrivée au résultat souhaité. Mm. Comment on maintient la confiance? Je ne retrouve pas les termes exacts de la question, mais comment on maintient la confiance quand on fait face comme ça à un échec, entre guillemets, échec relatif, tu l'as dit, il y a d'autres Oui, choses qui sont oui. sorties de cette expérience, mais malgré tout, par rapport à voilà, ce sujet de la confiance, je crois, institutionnelle et aussi personnelle, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Comment on maintient une dynamique ou comment on redonne un souffle? Avec de l'accompagnement. En fait, ce n'était pas facile. On était tous démoralisés, moi y comprise. On était tous démoralisés. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est que les institutions engagées dans le projet n'ont pas lâché la main des habitants. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, Active Action a continué d'animer des temps avec les habitants. On n'était pas là que pour le projet, on était là pour toujours, s'il fallait, pour toujours, autant qu'ils puissent être autonomisés, bien entendu. Mhm. La mairie, en l'occurrence, n'a pas lâché les habitants. Elle a proposé des temps avec les habitants. Elle a proposé aux habitants, s'ils voulaient créer une structure, elle pouvait les accompagner d'un point de vue administratif. Une structure qui s'appelle Mérignac Association Service, MAS, a aussi accompagné les habitants par le biais. En fait, ce qui s'est passé, bien sûr, il y a eu de la démobilisation à un moment donné, mais quand la notice, la nouvelle est tombée, mais ils ont rebondi très rapidement, toutes les personnes engagées dans le projet, en leur disant, si on continuait cet accompagnement, et comme on avait aussi à l'intérieur du projet certaines personnes qui étaient très forces de proposition, elles ont dit, si on continue d'être en collectif différemment, et c'est comme ça que ces collectifs aujourd'hui, qui s'appellent Prends Inco, si vous voulez les ajouter sur LinkedIn, je fais un peu de com. C'est que ces collectifs, il est né et que ces collectifs aujourd'hui, ils s'entraident en recherche d'emploi, ils participent à des événements et par exemple, ces structures-là, quand il y a des événements qui se déroulent sur le territoire, tout le monde leur envoie l'information. Tout le monde les engage
En fait, on a donné visibilité à l'action et on les a accompagnés. On n'a pas lâché la main. Hmm, je vois. Et tu évoques les institutions et ça fait écho aux dernières questions, aux commentaires qu'on a là. Quelqu'un rappelle, la participation se fait également avec les élus et donc il est nécessaire d'instaurer la confiance entre les représentants habitants et les élus. On a une remarque, une plaisanterie à peine, une remarque piquante en disant comment on s'assure que dans votre exemple de nettoyage du quartier par les habitants, euh, ça fait écho peut-être à une déficience de gestion de la part du bailleur social, de la ville, en tout cas des institutions. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas enfin, je pense un déplacement un peu de responsabilité? Est-ce que les institutions ont pris ça comme aussi une injonction à faire mieux ou à faire plus et pas juste à une substitution? Et puis, on nous demande aussi si tu vois une différence, si vous faites une différence à Active Action entre les projets, entre l'implication des habitants sur des projets qui viennent d'en haut, des politiques publiques descendantes, et les projets portés par les habitants. Voilà. Donc c'est un peu cette Ok. question du lien entre institutions et dynamique habitante. Ouais. Par rapport au projet de nettoyage de quartier, Euh, il ne s'agit pas de transférer des responsabilités. J'ai cité ces projets, mais il y en a tant d'autres projets que j'aurais pu citer aussi, mais c'était vraiment une volonté des personnes. Après, si ça peut avoir de la visibilité et que ça touche en fait les Réagir. institutionnels qui par la suite vont réagir, tant mieux. Tant mieux, peut-être que ça peut servir justement comme une alerte et que les citoyens ils disent on a pris la main sur ça, donc on a besoin, vous aussi, que vous preniez la main. J'ai constaté dans un autre quartier, on a fait un projet, le problème était très compliqué, les habitants ils voulaient que la ligne de bus change. Oh là là, j'ai dit oula, comment on va faire pour changer une ligne de bus? Parce que c'était le problème de la mobilité. Et en effet, ils ont dit, bon, on va faire de plaidoyer, on va aller à la mairie, on va aller au transport de Bordeaux Métropole, on va aller... Et en effet, ils ont fait tout ce qu'il fallait, des démarches, des réunions. Bah, la ligne de bus n'a pas changé. Mais 3 ans après, la ligne de bus a changé. Bon, ça a mis du temps. Mais finalement, ce que je veux dire par là, c'est que ça réveille aussi. Une capacité d'interpellation. Exactement, ça donne une capacité d'interpellation aussi. Au moins, je trouve, après tout ce que je vous dis, il n'y a pas 100% de certitude, hein. Il y a toujours des marges d'erreur importantes dans ces genres de projets, mais c'est des expérimentations qui, si on ne les tente pas, on ne va pas savoir quel effet on pourra mesurer. C'est pour ça que dans notre démarche, il y a beaucoup l'analyse de l'impact de la démarche, de l'impact social de la démarche, pour pouvoir adapter s'il le faut. Et je pense que c'est super important. Et la deuxième question, la dernière qui t'a posée, Céline, j'ai oublié, c'était... Est-ce que tu fais une différence entre les projets qui viennent d'un projet politique, de la collectivité ou Mhm. d'un bailleur social, et les projets qui sont plutôt d'initiative habitante? Et est-ce que c'est si étanche que ça aussi? Est-ce que parfois le fait d'accompagner une politique publique, ça permet de faire émerger le fait que, en fait, la question ou le projet des habitants, ce serait pas le même pour leur quartier, par exemple? C'est pas la même préoccupation que celle que la ville essaie de... Oui, j'ai peut-être une vision pas suffisamment large au niveau de la métropole parce que j'ai sur les territoires d'intervention d'activation, mais ça me fait penser beaucoup aux conseils citoyens. Les conseils citoyens qui sont des instances de participation des habitants qui sont un peu sous certains territoires, ça dépend du territoire, hein. On va jamais vraiment juger, comme je disais, je ne connais pas tous. On Ils en sont a assez parmi descendants. l'auditoire hein, des conseillers citoyens, donc attention à ce que tu... Ah, très bien. Mais justement, les conseils citoyens, ils sont cet espace démocratique de participation. Mhm. Donc, c'est pour moi l'exemple concret qu'il ne faut pas que ça soit descendant par rapport aux institutionnels, que ce soit un projet institutionnel descendant parce qu'il a été à la base créé par les institutionnels. Donc, les conseils citoyens, ils vont être vraiment des instances assez participatives et efficaces. Et je le dis parce que sur les territoires où j'ai agi pendant 4 ans à Bordeaux Métropole, c'était notamment sur les territoires de Mergnac, Pessac, la Rive-Droite, les conseils citoyens marchaient très très peu parce ils étaient descendants. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut faire très attention, pas qui anime le conseil, c'est la façon comme on anime. Voilà. C'est plus ça le point de vigilance que je vois sur cette question. Si un projet vient de
tel ou tel, et aussi s'il y a des vrais besoins de créer cette instance-là. Bah, là, en l'occurrence, pour les conseils citoyens, je pense qu'il y a un vrai besoin. C'est très clair, merci. Alors, on sait déjà que, alors voilà, les conseillers citoyens te saluent, Elbeuf, notamment, qui, je crois que c'est la même personne qui mentionnait le fait qu'elle organisait un brunch citoyen la semaine prochaine, Trop donc en bien! direct avec ce que tu présentais. Ah, génial! Et voilà, et on nous dit, bah, il faut un binôme qui fonctionne, conseil citoyen indépendant, mais aussi volonté des élus. Est-ce que tu soulignais la confiance La entre... gouvernance aussi. Voilà. Ouais, on passe Super. par la gouvernance. J'ai pas parlé beaucoup de la gouvernance, mais je pense que la gouvernance, on peut faire une autre conférence. D'accord, très bien, bah, rendez-vous est pris. Parce Euh, que la gouvernance territoriale, justement, il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup oui, de choses derrière à aborder, mais elle est l'écosystème, importante après, il y aussi. a des choses à Mm, démêler sur ces sujets-là. tout Super. à fait, tout à Merci fait. beaucoup, Diane. Merci à toutes et tous pour vos questions. Merci pour les questions, ouais, c'était super intéressant, merci. Et on arrive pile à 14 heures, donc c'est très bien. On vous laisse retourner à vos occupations de l'après-midi. Et puis, comme d'habitude, cette conférence sera mise en ligne sur notre site internet. Et par ailleurs, juste d'indiquer aussi qu'on a une formation en septembre prochain, les 8 et 9 septembre, avec une de tes collègues, Émilie Schmidt, qui fait directement écho hein, aux enjeux et aux sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, qui est ouverte aux professionnels et aux conseillers citoyens déjà formés à l'école. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. Au revoir.